Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Direction d'abord Paris et son Designers Apartment, un hôtel particulier qui accueille les créateurs émergents, un tremplin pour les aider à prendre leur marque auprès des professionnels. Coup de projecteur sur la course à la Maison-Blanche. Deux candidats émergent pour l'instant. Donald Trump, côté républicain, et Hillary Clinton, chez les démocrates. À un peu plus d'un an de l'élection, ils sont en tête dans les sondages. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmènerons au principal centre d'enregistrement des demandes d'asile de Berlin. Chaque jour, ils sont nombreux à attendre pour déposer leur dossier et obtenir un logement dans un foyer. Après la Coupe du Monde de football en 2014, Rio de Janeiro doit accueillir les Jeux Olympiques en 2016. Mais la mégalopole brésilienne reste en proie à l'insécurité et aux inégalités sociales. Le Palace Negresco à Nice, de la façade aux cuisines, nous vous emmènerons ce soir dans Code 24 à la découverte de ce bijou architectural, témoin du grand classicisme français. Direction Guatemala, le troisième pays le plus violent d'Amérique latine. Ici, une femme sur 4 en âge de procréer subit des violences domestiques. Pour promouvoir les créateurs émergents, la Fédération française de la couture met à disposition un hôtel particulier au cœur de Paris, le Designers Apartment. L'objectif, être un tremplin pour les jeunes griffes en les aidant à prendre leur marque auprès des professionnels, des journalistes, des prescripteurs et des acheteurs venus du monde entier. Cette alternative au défilé est une formule moins coûteuse mais plus propice au contact personnalisé. Pour cette 7e édition, l'originalité, l'unisex et le streetwear sont sur le devant de la scène. La tendance générale est à la mixité des matières et des genres, à la franchise des couleurs, aux imprimés festifs et aux coupes architecturales. Au cœur de Paris, cet hôtel particulier va peu à peu s'emplir de fils, d'aiguilles et de boutons, de bruissements d'étoffes, de rires étouffés et du crissement des stylos sur les bons de commande. Nous sommes chez Designers Apartment, le showroom créé par la Fédération française de la couture pour promouvoir les créateurs émergents. Si aujourd'hui Raf Simons dessine les collections d'or, c'est parce qu'un jour, il était un tout jeune talent qui était accueilli dans le calendrier des collections masculines. Si un jardinier s'occupe que des grands arbres, il va léguer à ses enfants un cimetière d'arbres morts. Il faut aussi s'occuper des jeunes pousses. Avant de rencontrer leur public, c'est-à-dire les clientes, les jeunes marques ont besoin de se faire les griffes auprès des professionnels, journalistes, prescripteurs et surtout acheteurs venus du monde entier. Je cherche des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et surtout très tendance. Mes clientes ne veulent pas de ce que l'on peut trouver partout. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. Les finitions, les couleurs, la qualité. C'est ça qui compte pour nos clientes dans notre pays. Des milliers de marques lancent des millions de modèles de jupes, de robes, de pantalons. On ne peut se lancer aujourd'hui dans le business de la mode que si l'on a réellement quelque chose à dire. Proposer des collections singulières qui racontent des histoires originales. Moi, j'ai vraiment envie de travailler sur l'héritage de la couture française, vraiment ce savoir-faire et le mélanger avec quelque chose de plus brut, urbain. Le streetwear, le sportswear, et c'est en fait ce clash de ces deux mondes que je cherche en fait ces deux choses opposées, de les réunir et donner une énergie, un nouveau souffle, voilà. Christelle Cochet a lancé sa marque en 2014, mais elle garde la direction artistique du plumassier Le Marié qu'elle met à contribution pour sa propre griffe. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, parce que de composer tout ça, les cristaux Swarovski, le Scooby-Doo, la dentelle, il y a un travail incroyable et de nombreuses heures qui ont été nécessaires pour réaliser ce top. Ce grand écart entre l'excellence du travail des ateliers d'exception parisiens et le côté brut du streetwear étonne les journalistes japonais. Sa technique et sa sélection de matières, c'est vraiment du très grand luxe. Mais il y a une vraie différence avec les marques de luxe, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est du luxe, parce que c'est présenté d'une façon populaire. La grande tendance sur laquelle surfe tout bon jeune créateur qui se respecte, c'est l'unisex.
La marque Y Project est dirigée par le Belge Glenn Martins. Après avoir embrassé la profession d'architecte d'intérieur, il a passé son diplôme de styliste à l'école de mode d'Anvers. Il prône une mode adaptable, faite de jeux de plis et de découpes. On a beaucoup de pièces qui sont masculines, féminines. On joue vraiment dans la sexualité, en fait, joue sur la sexualité. Une dualité dans le concept, donc il y a beaucoup de pièces qui sont conceptuellement adaptables. On joue aussi avec une sorte de... c'est plus élégant, plus sophistiqué, au plus vieux jeu, mais alors aussi beaucoup plus trash. Donc on joue vraiment toujours avec cette confrontation de différents mondes. Et alors une dualité dans le porter. Hélène Lanza a pour spécialité de présenter les jeunes créateurs aux grands magasins internationaux. Elle voit 5000 marques par an, elle en sélectionne 20. Et ce n'est pas parce que la tendance de marier dans une même collection vestiaire masculin et féminin est dans l'air du temps qu'elle est facile à gérer commercialement. Pour nous, c'est très difficile de mettre ces deux collections ensemble dans le même secteur parce que dans les grands magasins, c'est très sectorisé. Par rapport aux boutiques, où c'est beaucoup plus facile à mettre une collection femmes et une collection hommes ensemble. Avoc est un label qui produit des lignes de vêtements pour hommes et femmes, ainsi que des décors et des scénographies. Le nom signifie architecture vestimentaire et ornement corporel. Laura est spécialisée dans le design d'intérieur et la peinture décorative. Bastien est directeur artistique. Ce qu'on avait en tête, c'était du rouge, c'était quelque chose d'un peu... d'assez clownesque, donc s'il y avait un personnage c'était un clown, s'il y avait un décor c'était un chapiteau, enfin un cirque, mais pas n'importe quel cirque, une sorte de cirque un peu ambulant qui traîne dans des banlieues en plein mois d'août où il fait chaud et du coup c'est un peu comme ça qu'on a dessiné cette collection, quoi. Le couple part toujours d'une histoire qu'il va ensuite interpréter à sa manière. Ce qui s'inscrit dans la collection en termes de design, ça va être ce petit détail qui au porté prend beaucoup plus d'importance. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une touche de rouge, ça passe effectivement par des choses qui sont parfois des éléments de design purs, quoi. La création de mode, ce n'est pas fabriquer des vêtements chauds pour se protéger du froid, c'est construire une relation privilégiée entre un corps et un tissu. L'affect est une donnée primordiale. Une cliente va acheter un produit, une robe, c'est pas simplement quelque chose qu'elle va mettre pour aller au bureau. En rentrant dans sa garde-robe, ça va faire partie d'elle-même. Il y a quand même quelque chose de très affectif avec le vêtement. Surtout à ces prix-là, on n'est pas dans la fast fashion, on est vraiment sur du vêtement de créateur. Donc il y a ce côté affectif qui rentre en jeu, en fait. Designers Apartment est une chance pour les jeunes griffes de mieux cerner leur singularité dans un marché saturé. L'opération est financée par le Défi, l'organisme chargé de développer l'habillement français pour que l'arbre de la création s'épanouisse dans la forêt implacable du business. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Nous ne sommes plus qu'à un an de la prochaine élection présidentielle américaine. Qui remplacera Barack Obama en novembre 2016 ? Chez les Républicains comme chez les démocrates, les candidats font déjà campagne tambour battant. Côté démocrate, le premier débat s'est déroulé le mois dernier. Un débat qui a permis à Hillary Clinton d'asseoir un peu plus sa place de poids lourd de ses primaires. Selon la plupart des observateurs, l'ex-secrétaire d'État et première dame demeure la favorite des sondages pour emporter la nomination dans le camp démocrate. Côté républicain, le favori depuis des mois est un homme bien connu du grand public, c'est Donald Trump. Les correspondants de France 24 se sont rendus dans ces deux camps que tout semble diviser. Le reportage débute en Virginie, un état clé pour la course à la Maison-Blanche. À chacun de ces rassemblements, la foule est au rendez-vous. Côté républicain, sur les 15 candidats en lice, il y en a un seul capable de mobiliser des milliers de personnes un mercredi soir. Certains sont des inconditionnels, d'autres viennent par curiosité. On est juste venu écouter ce qu'il a à dire, voir un peu quelles idées il va mettre sur la table pour participer à ce gigantesque débat qui va accompagner ces élections présidentielles. Je crois qu'elle a hâte de le voir. Ah, je crois qu'elle ne veut pas parler aux inconnus. L'ambiance n'est pas toujours familiale pour autant. Lorsque Donald Trump apparaît, elle est même électrique.
La tension est montée d'un cran dès que le candidat républicain a abordé son plan controversé pour les millions d'immigrés illégaux aux États-Unis. Il veut qu'ils soient tous reconduits à la frontière. Des manifestants latino-américains, mais pas seulement, se sont glissés dans la foule pour exprimer leur désaccord. Des fans de Trump n'hésitent pas à leur dire de retourner dans leur pays. Tandis que les esprits s'échauffent et que les insultes fusent, c'est parfois du côté des jeunes primo-électeurs que se trouve la voie de la raison. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce sont les démocrates qui ont le discours le plus positif. Je crois que les républicains dans leur ensemble devraient s'attacher à déployer un discours plus positif. Donald Trump continue de faire la course en tête à droite et il concentre ses attaques sur la candidate démocrate à laquelle il se voit déjà opposé le jour de l'élection. Il y a moins de concurrents du côté des démocrates. Ceux qui les soutiennent dénoncent le goût douteux de certains des propos tenus par leurs adversaires républicains. Mais il faut tout de même s'en méfier, selon le président des jeunes démocrates de Washington, D.C. Les républicains peuvent gagner ces élections. Une partie du problème, c'est qu'on ne les prend pas au sérieux. Parfois, ils disent des choses complètement folles et on en rigole, on se dit que c'est du cirque. Mais des Américains sont en train de s'unir autour de ces idées. Donc il est temps de les prendre au sérieux. Le phénomène Trump continue de fasciner et ne faiblit pas pour le moment. Des gens de tous horizons viennent le voir, parfois parce qu'ils comptent voter pour lui, et toujours pour s'approcher de l'homme d'affaires, star de la télé-réalité. Monsieur Trump a signé nos casquettes. Eh oui, Monsieur Trump les a signés. On était là-bas au 2e rang, ça poussait dans tous les sens, mais on a réussi à les lui tendre pour qu'il les signe, donc on est vraiment content. Tenez, vous devriez en faire un gros plan. Je suis plus un fan qu'un électeur. C'est super cool d'avoir l'autographe d'un type aussi respecté dans le monde des affaires et qui sera aussi peut-être notre prochain président. À l'extérieur de la salle, des volontaires qui œuvrent pour la campagne de Donald Trump sont en pleine ébullition. Ils collectent des promesses de soutien pour un candidat que tout le monde doit désormais prendre au sérieux. Depuis le tournage de ce reportage, Donald Trump continue de faire parler de lui. Il reste en tête des sondages côté républicain. 2 candidats sur 17 déclarés ont déjà jeté l'éponge face à l'ascension fulgurante du milliardaire. Hillary Clinton bénéficie elle aussi d'une avance confortable sur ses adversaires démocrates qui, eux, ne sont plus que 4 dans la course à l'investiture suprême. L'Allemagne est devenue la destination principale pour les migrants qui veulent gagner l'Europe, mais alors que leur nombre ne cesse d'augmenter, la question suscite de vifs débats dans la société allemande. Les rixes dans des camps de réfugiés saturés se multiplient, les formalités administratives sont de plus en plus longues et les Allemands se demandent si leur pays est vraiment en mesure de gérer ces arrivées, comme le promet la chancelière Angela Merkel. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons au principal centre d'enregistrement des demandes d'asile de Berlin. Chaque jour, ils sont nombreux à attendre pour déposer leur dossier et obtenir un logement dans un foyer. Et la situation des réfugiés est de plus en plus précaire face à ces failles dans l'accueil et la prise en charge des réfugiés. Les Allemands sont pris de doute. Selon un récent sondage, la moitié d'entre eux disent désormais avoir peur de l'afflux de réfugiés. Dans tout le pays, les manifestations anti-migrants prennent de l'ampleur, notamment pour protester contre l'ouverture de centres de demandeurs d'asile. Un phénomène particulièrement présent dans l'est du pays. Anne Maillet. Ils sont tous les jours des centaines, parfois des milliers, à attendre que leur numéro s'affiche sur cet unique panneau pour déposer une demande d'asile et obtenir un logement dans un foyer. Dans la boue et dans le froid, au principal centre d'enregistrement de Berlin, la situation est toujours plus précaire. Lui, ça fait un mois qu'il est là aussi. Il dort dehors et tous les jours.
Il a eu aussi plusieurs fois des problèmes avec les agents de sécurité. Tous les jours. Les gens ne s'entendent pas bien entre eux. Il y a des conflits entre les Albanais et les Arabes. Les altercations entre réfugiés mais aussi avec les agents de sécurité sont quotidiennes, comme sur ces images tournées au mois de septembre. Ici, ce sont avant tout les bénévoles qui apportent un semblant d'organisation et de confort. Des organisations caritatives distribuent les repas. Une association de quartier s'occupe de l'approvisionnement en vêtements chauds et produits de première nécessité. Les habitants de la ville viennent directement déposer leurs dons. Nous avons tellement. La moindre des choses, c'est de partager avec ceux qui sont actuellement dans le besoin. Mais parmi les bénévoles aussi, le ras-le-bol est palpable. Michael est présent tous les jours depuis le début de la crise migratoire cet été. Comme les autres, ils se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Quand il s'agit d'aider des gens qui sont vraiment dans la misère, eh bien il n'y a rien. Il y a vraiment de quoi se poser des questions sur la volonté d'aider des responsables politiques locaux et nationaux. S'il n'y avait pas tous ces bénévoles, je pense qu'on aurait déjà perdu des gens. Face au raté de l'accueil et de la prise en charge des réfugiés, les Allemands sont pris de doute. Selon un sondage, la moitié d'entre eux disent désormais avoir peur de cette vague migratoire. La gestion de la crise par le gouvernement allemand est critiquée de toutes parts. Selon le syndicat de la police, il faudrait 30 000 fonctionnaires supplémentaires pour maîtriser la situation. Il ne s'est rien passé pendant des mois pour faire face à cette crise des réfugiés. Et maintenant, tout le monde s'agite. Les gens voient que l'État ne maîtrise pas bien la situation. Ça leur fait peur, ça les rend aussi agressifs. Aussi bien parmi les réfugiés que les Allemands eux-mêmes. Dans tout le pays, les manifestations anti-migrants prennent de l'ampleur. Les débordements se multiplient. Un phénomène particulièrement présent dans l'est du pays. À la faveur de la crise migratoire, le mouvement anti-islam et anti-migration Pegida relève la tête. Après s'être essoufflé au printemps, la manifestation du lundi à Dresde-en-Saxe attire à nouveau 10 000 personnes en moyenne. Citoyens lambda et néo-nazis main dans la main. C'est le règne du chaos et de l'arbitraire qui commence. Tous les gymnases, les entrepôts et les bâtiments vides sont saisis pour être remplis de demandeurs d'asile. Parmi les manifestants, le ton s'est radicalisé contre les réfugiés, mais aussi contre la chancelière Angela Merkel. Nous avons peur pour notre pays, parce que nous sommes envahis. Pour ces étrangers, c'est bien pratique. Avant, il leur fallait des armes pour rentrer chez nous. Maintenant, on les laisse entrer. Les rapports de force vont changer. Notre pays qui est en paix ne le sera bientôt plus. Tout va changer. Ce que vous entendez ici, c'est l'opinion du peuple. Ce que l'on vous dit à Berlin, ce qu'Angela Merkel et les autres racontent, ce n'est pas ce que pense le peuple allemand. Une nouvelle extrême droite est-elle en train d'émerger en Allemagne à la faveur de cette crise? C'est la crainte de nombreux observateurs. Les incendies criminels se multiplient. Depuis le début de l'année, 500 attaques contre des centres de demandeurs d'asile ont été comptabilisées. Le nombre de gens qui est prêt à aller plus loin, à faire usage de la violence, grandit lui aussi. Et c'est ce qui nous fait peur à nous tous qui observons ces mouvements. Nous craignons qu'un jour, des attaques de plus grande ampleur aient lieu. Entre solidarité et rejet de l'étranger, l'Allemagne a rarement été aussi divisée. Pour le gouvernement et Angela Merkel, la crise migratoire est désormais un défi historique. Plus d'1 million de réfugiés sont attendus cette année dans le pays. Restez sur Futur TV, on se retrouve juste après la pause. Direction le Brésil, après la Coupe du Monde de football l'an dernier, Rio de Janeiro accueillera l'été prochain les Jeux Olympiques 2016. Voilà plusieurs années que la ville se transforme et se réinvente pour être à la hauteur de l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Ces Jeux doivent donner un nouveau souffle à une mégalopole qui ne parvient pas jusque-là à régler ses problèmes d'insécurité et d'inégalité sociale. 10 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructure et de revitalisation de quartiers. Mais qu'en est-il réellement de ces transformations ?
La mutation de la ville de Rio est-elle profonde ou bien n'est-elle qu'une façade qui se fissurera une fois la cérémonie de clôture achevée? Élément de réponse dans ce reportage de Nicolas Rançon qui arpente les futurs sites olympiques, mais aussi les favelas voisines où règnent les gangs du narcotrafic. À quelques mois des Jeux Olympiques, les petits soldats du trafic sont en patrouille. 2 lettres, CV. C'est le signe de leur gang. Le Commando Vermelho, le Commando Rouge, le plus important groupe de narcotrafiquants de la ville. J'ai pas choisi cette vie. C'est ce que j'ai et j'en dépends. Il n'y a pas de boulot, on ne peut pas aider notre famille, élever nos enfants. On a besoin de ça. On n'arrive pas à trouver le moindre travail. Tu veux qu'on fasse quoi? On doit vivre de cette vie. C'est le taf que j'ai trouvé pour vivre. Tu comprends? Pour les hommes du Commando Vermelho, la sécurité renforcée pour les Jeux Olympiques, c'est loin d'être un problème. Notre trafic ne peut pas s'arrêter. Les policiers travaillent dans leur coin et nous dans le nôtre. Ils ne nous touchent pas, on les touche pas. De toute façon, ils ne nous aident jamais. Quand ils viennent, c'est pour nous tuer et détruire les familles. Ces jeunes des zones défavorisées disent ne pas avoir d'alternative. La ville de Rio tente pourtant de renaître. Le compte à rebours des JO a sonné. D'importants efforts, notamment au niveau de la sécurité, sont réalisés. Alors, les pouvoirs publics ont mis en place les UPP, les polices de proximité. Dans la favela de Providencia, le soldat Guimarães reste sur ses gardes. En tant que policiers militaires, nous devons évoluer la main sur la gâchette. On ne peut pas marcher comme si nous étions dans le monde des merveilles. Et en dépit de l'apparente tranquillité, nous sommes vigilants. S'il se passe quelque chose, nous sommes prêts. Depuis 2008, 10 000 jeunes policiers militaires ont été formés en urgence. C'est le cas du soldat Cristina, jeune carioca de 26 ans. Ici, il y a de la résistance, comme dans d'autres favelas. C'est une lutte de tous les jours. Et j'espère qu'un jour nous pourrons regarder en arrière et qu'il n'y aura plus ce type de violence, de trafic. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un rêve. La patrouille terminée, place au sport. Policier le jour, éducateur le soir, comme le soldat Diorgène. Pour bâtir le Rio de demain, la police mise sur la jeunesse. Et ces jeunes rêvent déjà de sport à haut niveau. Je veux juste montrer une manière différente de voir le policier militaire. Aujourd'hui, je veux qu'on croie en la police. Je veux qu'on croie en la vie. C'est un travail quotidien qui est fait pour leur montrer que le chemin, c'est le chemin du sport, le chemin de la vie, de l'éducation, du respect. S'ils le veulent vraiment, ça sera un chemin différent de celui du crime. Des champions en herbe qui ne croiseront sûrement pas la planète du sport, rassemblés dans quelques mois ici, au Parc Olympique. Plus de 40 000 mètres carrés de sites en construction, une fourmilière d'ouvriers au travail et un superviseur qui a l'œil sur tout. Glauco Campos travaille pour la mairie de Rio. Il connaît par cœur la zone, qui était encore un circuit automobile il y a 2 ans. Infrastructure d'énergie, acheminement d'eau, tout ça a été implanté exclusivement pour les JO. Bien sûr, ce sera un héritage ensuite laissé à la ville. Mais la vraie raison, c'est les Jeux Olympiques. Bonjour, ça va? Ce sont les prestataires de services. La mairie ne veut surtout pas que les chantiers soient en retard et que les budgets explosent. Ici, les cours de tennis sont déjà prêts, il ne manque plus que les tribunes. Ce cours ici pourra contenir 13 000 spectateurs. Et celui de derrière, 5 000. Tous les gradins seront montés ensuite. La veille des Jeux, on montera le reste. Clouer, souder, peindre, si les chantiers sont dans les temps, c'est aussi parce que la pression de Glauco Campos sur ses prestataires est permanente. Fais-moi une faveur, confirme-moi le jour où ça doit commencer. De préférence cette semaine. Et le moindre détail compte. C'est important de respecter rigoureusement l'espace entre les sièges. Au total, 1,7 milliard d'euros seront investis pour les sites.
Le comité annonce également la création de plus de 90 000 emplois spécifiques aux JO, tous secteurs confondus. Et certains travailleurs viennent de loin. Ce qu'on cherche, c'est de ce côté-là. Alors on y va? João ne trouvait pas de travail sur sa terre natale du Nord. Ici, il est en charge de 20 personnes. On a beaucoup de choses à faire, mais comme on a encore un peu de temps sur cette zone, on va être dans les délais. Quand j'ai été appelé pour faire partie de cette équipe, ça m'a fait très plaisir. Professionnellement, je me sens bien. C'est bien de faire partie d'une grande équipe pour ce grand chantier. Mais à Rio de Janeiro, tout le monde n'a pas accès aux structures sportives. Nous sommes allés dans la favela de Mandela, au nord de la ville. Des tasseaux de bois comme filets, une planche en guise de table et des raquettes faites maison. À quelques mètres, c'est la piscine olympique de ces enfants. Antonio est activiste depuis plusieurs années. Avec son association Rio de Paz, il se bat contre les inégalités sociales et l'insécurité qui gangrènent la ville. Ce Rio de Janeiro est un Rio totalement différent du Rio qui sera montré lors des Jeux Olympiques. Ça, c'est le vrai Rio. C'est l'histoire de Rio de Janeiro ici. La ville est marquée par de profondes inégalités, des inégalités sociales historiques. Il y a un fossé entre les riches et les pauvres, et ce fossé est à l'origine de tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui en termes de sécurité publique. En plus de se mobiliser contre l'insécurité, Rio de Paz apporte aussi une aide aux plus démunis. Une fois par mois, une distribution alimentaire est organisée et ces bénévoles se rendent chez ceux que l'État a mis de côté. Et malheureusement, ce n'est pas dans la culture du pays de prendre soin des plus pauvres, des plus nécessiteux, de ceux qui se trouvent en situation d'exclusion, de privation, de vulnérabilité. Le pouvoir public agit peu, donc cela dépend beaucoup des initiatives citoyennes. Le Brésil est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. À Rio de Janeiro, un habitant sur 5 vit dans l'une des 1000 favelas de la ville. À Mandela, Antonio connaît tout le monde. Ses habitants sont confrontés quotidiennement à l'insécurité et au crime. Tu veux dire que cet endroit était le théâtre de nombreuses exécutions? Ici, on a tout vu. Ça a été une église, un cimetière, ça a été l'Irak. On a déjà tout vu ici. Changement de décor. À quelques kilomètres de la favela, la zone riche du sud de Rio. Dans ce cadre de carte postale, le crime fait aussi l'actualité. C'est ici, sur la Lagoa, lieu des prochains Jeux Olympiques, qu'est survenu le drame le plus médiatisé de ces derniers mois. À 19 h, alors qu'il fait du vélo, le docteur James Gold est poignardé par un jeune de 16 ans qui lui vole sa bicyclette. Il meurt des suites de ses blessures. Depuis début 2015, on compte 4000 morts liés à l'insécurité à Rio. Antonio met à jour les statistiques. C'est le problème. Une société inégalitaire, où les populations vivent très proches, les unes à côté des autres, dans un contexte de course à la consommation, de guerre contre la drogue, avec un État faible. Un État qui n'a aucune institution qui fonctionne vraiment. Un État malade, des institutions publiques en crise, des inégalités. Cela n'altère pourtant pas le sourire d'Eduardo Paes, le maire de Rio. Plutôt confiant, les Jeux seraient pour lui une opportunité exceptionnelle pour la ville. Si les Jeux Olympiques servent à changer un lieu, à transformer la réalité, pourquoi allez-vous faire ça à Chicago, à Madrid ou à Tokyo? Faites-le à Rio. Venez ici car ici nous sommes submergés par les problèmes et les Jeux peuvent inspirer les changements nécessaires à cette ville. Si les Jeux, c'est repousser les obstacles, battre des records, gagner des médailles et se lancer des défis, le lieu adéquat, c'est Rio de Janeiro. Changer un lieu, transformer la réalité. Les paroles fortes d'un maire ambitieux. Et il y a bel et bien des choses qui changent. Les chantiers urbains vont jusqu'au cœur de la ville. C'est ce que constate Pedro da Luz, président de l'Association des architectes de Rio. Il y a encore quelques mois, la place Mauá était une zone abandonnée. Aujourd'hui, grâce au JO, elle est entièrement restaurée. Il y avait un grand viaduc qui dominait tout l'espace depuis cette rue. C'était la périmétrale. Le vieux périphérique a disparu
et sera remplacé par un espace vert. Tramway, métro, musée, revitalisation de quartier. Au total, 24 projets d'infrastructure ont été lancés pour une valeur de près de 10 milliards d'euros. Voilà 4 ans que la ville se transforme, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous avons besoin de conquérir la ville, qu'il y ait plus d'égalité et moins de disparités et de divisions entre riches et pauvres, vous voyez. Car à Rio, les luxueux immeubles sont souvent au pied des favelas. Nous retrouvons João, l'ouvrier du parc olympique, chez lui. Avec sa femme, ils se sont installés à quelques kilomètres des chantiers. Ici, on est bien loin des installations flambant neuves des JO. Mon arrivée ici, ce n'était pas un choix, mais plus une raison professionnelle. Ici, on a plus de facilité, que ce soit dans le travail ou avec cette maison qu'on a construite. À Rio, il y a plus de travail, mais ce nouveau père de famille reste lucide. Si quelqu'un ne tente pas de changer ce quotidien pour qu'il y ait plus de culture, plus d'éducation, des projets sociaux, je pense qu'il nous manque beaucoup pour qu'on puisse vivre un peu mieux. Il nous manque beaucoup. João a beaucoup de préoccupations et de doutes quant à l'avenir. L'euphorie olympique ne va sans doute durer qu'un temps. Mais pourtant, la ville se transforme. Alors, en attendant au sujet des travaux, Pedro da Luz reste positif. La perspective est que tout le monde va devoir se serrer la ceinture. Il ne nous reste plus qu'un an, moins d'un an pour tout finir, alors que l'État a de moins en moins d'argent. Nous avons là un problème, mais je suis optimiste. Cela va se résoudre. Tout sera prêt pour faire de très beaux jeux. Tous espèrent que la mutation de la ville se poursuivra bien après les JO, balayant des années entières de négligence. Mais retrouver un climat de paix et de sécurité sur le long terme sera un challenge bien plus difficile. Alors Antonio et son association multiplient les actions pour tenter d'éveiller les consciences. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Avec son ciel bleu et son climat doux, la Riviera française étale ses charmes méditerranéens de Cannes à Menton. Dès le 19e siècle, Nice remodèle le sentier qui longe la baie des Anges pour accueillir les touristes. C'est la naissance de la célèbre promenade des Anglais. Et au cœur de cette mythique jetée, le Palace Negresco. De la façade aux cuisines, nous vous emmènerons ce soir dans Code 24 à la découverte de ce bijou architectural, témoin du grand classicisme français. Un ciel bleu, un climat doux, nous sommes sur la Riviera française. De Cannes à Menton, la Côte d'Azur étale ses charmes méditerranéens. À Nice, au 19e siècle, on remodèle pour les premiers touristes le sentier qui longe la baie des Anges. Et on invente la célèbre promenade des Anglais. Alors Nice, c'est l'invention de la villégiature. Toute la société européenne vient à Nice l'hiver et les premiers à venir, ce sont les Anglais. Et les Anglais ont cette intuition, ce goût pour la mer, pour le grand paysage. Ils aménagent ce littoral. On y vient pour s'y retrouver. C'est un grand rendez-vous social. Au numéro 37 de la promenade, entre palaces et casinos, se dresse depuis 1912 un vaisseau mythique d'un blanc immaculé, l'hôtel Negresco. C'est un mythe architectural. C'est la grande aventure des années 1900 avec cette passion pour le grand classicisme français. Et donc regardez cette façade, elle est rythmée de pilastres, ornée de chapiteaux, c'est du vocabulaire
classique français. Et puis voilà, moi ce qui me fascine, c'est le palmier, ces grandes lettres lumineuses sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est ça le rêve du Negresco. Derrière la beauté de sa façade Belle Époque, se dévoile l'âme de ce palace pas comme les autres, avec son salon royal et son grand dôme de verre classé monument historique, protégeant un lustre colossal de 16 800 pièces de cristal. L'hôtel Negresco, c'est grand comme un îlot urbain. Et au centre, il y a cette grande cour qui vient éclairer cette grande verrière centrale. C'est un peu la mémoire de l'exposition universelle de 1900, du Grand Palais, ces grandes structures métalliques, de verre, de vitraux. C'est magnifique. Dans les halls, les escaliers, les étages, partout des œuvres d'art. Une collection de plus de 6000 pièces retraçant 5 siècles d'histoire française. Du style Louis XIII au contemporain, en passant par le baroque et l'art déco. C'est Jeanne Augier, la maîtresse des lieux depuis plus de 50 ans, qui a voulu faire de son palace un musée. Ce salon fait revivre l'esprit de Versailles avec ce portrait rarissime de Louis XIV. Il n'en existe que 2 autres exemplaires, un au musée du Louvre et un dans le château du Roi Soleil. Le plafond à caissons et les pendules datent du XVIIe siècle. Le Negresco est si singulier qu'il abrite des ateliers d'artisans d'art, des argentiers, des marbriers ou des tapissiers décorateurs qui veillent sur les trésors du palais. Là, on a l'opportunité de refaire une suite complète, donc ça va vraiment de A à Z, du sol avec les moquettes, les murs, création du lit, les sièges, les décors de fenêtres, les rideaux. Ici, c'est de l'hôtellerie, donc c'est un usage très intensif. Et ça, il faut en tenir compte, donc il faut essayer de faire des choses esthétiques et en plus, surtout, qui tiennent le choc. Les 96 chambres et 21 suites sont parées de meubles uniques. Ici, une tête de lit Louis XVI. Et là, une autre du XVIIe siècle. La suite 509, l'une des plus belles du palace, est connue pour son ensemble de style empire. Tous ces chefs-d'œuvre sont restaurés 6 étages plus bas par les ébénistes du Negresco. Il faudra une centaine d'heures pour remettre sur pied ce bureau Napoléon. Là, je suis en train de faire une greffe, c'est-à-dire un manque de plaquage. Il a fallu que je retrouve la même essence de bois en plaquage, de façon à remettre une pièce où est-ce qu'elle était manquante. Vous savez, les bureaux sont des meubles très sollicités quand même en chambre. Donc celui-là, c'est un meuble de style Louis XV. Je suis toujours aussi fasciné, et puis le décor est aussi merveilleux pour moi dans l'atelier que pour les clients quand ils sont dans le salon royal. Allez, on réclame 2 dorades. D'autres artistes maintiennent l'excellence à la française dans les assiettes. Le chef pâtissier revisite la tourte niçoise aux blettes. C'est un mélange de feuilles de blettes avec de la pomme, des raisins secs, des pignons. Donc ça, c'est une recette typiquement niçoise. J'ai agrémenté ce dessert avec une gelée à la fleur d'oranger. Donc pareil, c'est un parfum du sud. Donc voici la tour de blettes du Chantecler. Les chiffres sont effarants. Au moins 4000 femmes ont été assassinées au Guatemala depuis 2001, selon les autorités locales. Pire, les statistiques officielles sous-estimeraient largement le phénomène, selon certaines organisations non gouvernementales qui parlent plutôt de 7000 féminicides au cours de cette période. Le Guatemala est le 3e pays le plus violent d'Amérique latine après le Venezuela et le Salvador. On estime qu'une femme sur 4 en âge de procréer subit des violences domestiques. Tous les jours, des centaines de Guatémaltèques victimes d'extorsion et menacées de mort doivent fuir, abandonnant leur maison et leur emploi.
Le Parlement guatémaltèque a adopté en avril 2008 une loi portant spécifiquement sur le féminicide et les autres formes de violence contre les femmes. Mais très peu d'accusations ont été portées, bien que des milliers de plaintes aient été déposées. Pour ce qui est des meurtres, la police a tendance à les mettre sur le compte des gangs criminels et à fermer rapidement les dossiers. C'est un reportage signé Valérie Defert, Sébastien Vuenya. Astrid a été kidnappée et violée par ses ravisseurs au Guatemala. Un enfer qu'elle raconte dans un documentaire. El 26 de julio de 2007, yo tenía apenas 14 años. Yo salí a comprar un material para hacer tareas de mi hermana y mío, cuando sentí que dos personas me agarraron. A la hora que me quería levantar me dolía demasiado el vientre y solo me decía, oh sí, lo disfrutamos tanto porque no solo fui yo, fuimos todos. Un crime courant dans ce pays d'Amérique centrale où une femme est enlevée chaque jour. Si Astrid a survécu après le paiement d'une rançon, Kelly, elle, est retrouvée morte, massacrée après un appel de sa famille à la police. En Guatemala la diferencia entre la muerte de un hombre y de una mujer es que a una mujer se le hace sufrir antes de la muerte. Se le viola, después se le mutila. Selon les ONG, 98% des crimes restent impunis au Guatemala. Le réalisateur suisse du documentaire décrit un pays rongé par la violence et la corruption. C'est une société patriarcale depuis de 500 ans, où l'homme est vraiment au cœur, au centre de la société. Puis en même temps, il y a eu cette guerre civile pendant 36 ans, au siècle dernier, au cours de laquelle le viol était vraiment une arme de guerre. Et donc maintenant, ça a déteint sur la justice au Guatemala. Face à de nouvelles menaces d'enlèvement, Astrid a fui le Guatemala et est arrivée illégalement aux États-Unis. Si elle est aujourd'hui en sécurité, ses ravisseurs, eux, n'ont jamais été arrêtés. J'espère pouvoir un jour retourner dans mon pays. Mais il faut que ça change, qu'il y ait plus de justice et de tranquillité. Astrid partage désormais sa vie entre ses études d'anglais et la chorale de sa paroisse évangélique. Comme elle, des centaines de femmes guatémaltèques victimes de violences demandent chaque année l'asile politique aux États-Unis. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cet épisode dès à présent sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. Très bonne soirée.